la voie vers une RDC prospère. Barre à la une, Info 27, avec lui dans ses studios, Maître Dieudonné Mutombo. Il est analyste politique indépendant, proche de l'opposition. Maître Dieudonné, bienvenue. Bonjour mon cher Daniel, je salue le peuple congolais qui nous suit et c'est toujours un bonheur de répondre à ton invitation mon cher ami. Maître Dieudonné, vous avez également suivi comme nous tous, ici je parle de ceux qui nous suivent, les discours de Félix Tshisekedi. Chaque année il dresse un bilan, il fait rapport de l'État. Comment avez-vous trouvé Félix Tshisekedi dans son oral? D'habitude, le président de la République a parlé des choses que nous avons déjà entendues. Il était beaucoup plus dans une posture propagandiste. C'est ce que j'ai retenu, oui. Comme si il était en train de solliciter un autre mandat auprès de la population, par là de promesses, d'autres promesses qui s'ajoutent alors que il a déjà un bon nombre d'arriérés des promesses sur lesquelles le peuple congolais attend voir leur accomplissement. Donc, moi personnellement, c'est déjà vu, c'est déjà entendu. Nous avons besoin que la vie de nos populations, que les discours soient conformes à la réalité de la vie de notre population. Peut-être il vit dans ce monde, mais nous sommes en face d'une population qui souffre énormément. Et nous avons besoin que le chef de l'État, c'est ce qu'il est, que le chef de l'État parle de ce qu'il a fait et qui a impacté la vie de la population. Alors, je vous comprends, vous avez évoqué l'habitude, c'est tout à fait normal, le président de la République a toujours tendance à revenir sur ça. Alors, je prends les secteurs économiques, cher président l'a dit, on a quand même, il a salué des avancées totalement significatives. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que Félix Tshisekedi dans ces secteurs, il y a encore à boire et à manger? Vous parlez de l'économie de notre pays, mon cher ami. Il a été sincère en ce qui concerne la justice. La justice, en disant clairement que la justice congolaise est malade. Et qu'en est-il de l'économie de notre pays? Mon cher, je vous informe, je ne vous informe pas, c'est une réalité connue de tous. Aujourd'hui, rien n'est fait pour donner de la valeur à notre monnaie locale. Rien. Absolument rien. Pas senti quand même que depuis l'arrivée mon cher ami, il y a quand même mon cher ami, un peu les tours il y a la stabilité apparente que nous voyons. C'est une stabilité apparente dans la vie. Lorsque vous décidez de vous faites le surplace, monsieur, vous reculez. Et qu'est-ce qu'il faut? Oui. Dans la vie, retenez ça d'abord comme principe. La vie évolue dans une vitesse de croisière. Lorsque vous décidez de faire du surplace, mon cher ami, vous reculez. Aujourd'hui, le taux est presque à 29. Prenons l'exemple de notre monnaie. Et s'il vous plaît, c'est 2800, 2850, tout ça. Ok. Partout où le chef de l'État, lors de sa tournée ici au pays, pour une fois, nous avons vu le président de la République voir quand même sa population qui souffre, parce que lors du premier mandat, il était beaucoup plus à l'extérieur. Nous saluons cette conduite-là. Mais il a été interpellé par plusieurs points, notamment le dollar. La hausse du dollar, la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar. Mon cher, vous allez constater une chose. La réponse du chef de l'État était quoi? La réponse du chef de l'État était que ce n'est pas notre monnaie. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas notre monnaie, c'est une monnaie étrangère. Mais évidemment, cette monnaie étrangère influe sur la vie de notre population. Influe sur la vie du Congolais. Moi, la seule question qui m'est venue en tête, mon cher Daniel, quelle est la politique que le gouvernement a mise en place pour donner de la valeur à notre monnaie locale? Zéro.
tous les contrats que l'État signe avec ses partenaires, c'est toujours en dollars et payé en mode d'urgence. Vous le savez comment? C'est en dollars et payé en mode d'urgence. Lorsque vous permettez de décaisser dans la caisse de l'État les réserves de dollars que vous avez, en économie, il y a un principe élémentaire, la loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que ça occasionne sur le marché? La rareté du dollar. Et il y a la dépréciation du franc congolais. C'est un principe élémentaire. Voyagez, allez dans d'autres pays, vous allez constater que tout est fait avec la monnaie locale. Tout est fait avec la monnaie locale. Une fois, au mois de décembre, j'étais à Abidjan. À Abidjan, vous arrivez, vous achetez les dollars à l'aéroport. Vous venez avec les dollars, vous achetez les francs CFA à l'aéroport. Tout, les loyers, les hôtels, en francs CFA. Les loyers, les hôtels en francs CFA. Qu'est-ce que le président de la République a fait pour donner de la valeur à notre monnaie locale? Jusque-là, j'en vois pas. Voilà pourquoi je dis, cette monnaie influe sur l'économie de notre pays. Le gouvernement a pris certaines mesures, notamment sur le fait que les opérateurs congolais devaient être dispensés des paiements de certaines taxes pour avoir comme conséquence la baisse du prix sur le marché. Quelle est la conséquence jusqu'aujourd'hui? La conséquence, parce que évidemment, on nous a promis, ça ne devait pas être une promesse, mon cher ami. Ça fait au moins 2 ou 3 mois que le gouvernement a accepté de perdre, que le peuple congolais perde. Parce que ce qu'il paye là, ce n'est pas les frais du gouvernement. Les taxes et les impôts, ça fait partie de ce qui contribue à notre... Donc ça ne profite pas à l'État. Non, j'ai dit, ça profite à l'État congolais. L'État a accepté de perdre. Ça devait avoir pour conséquence logique la baisse du prix. Dans le temps... La réunion tenue récemment avec le ministre... Mais ça résulte, cette baisse de prix va résulter d'une négociation entre le gouvernement et les opérateurs économiques. On dit, vous nous avez trouvé avec des marchandises que nous avons payées à un prix. Mais ça fait combien de temps, mon cher? Non, j'ai dit, il faut toujours se mettre en tête que les opérateurs économiques, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils viennent pour le lucre. Ils viennent chercher l'argent. Ce ne sont pas des enfants de lucre et des enfants de cœur. Ils viennent pour chercher l'argent. C'est l'État qui fait le contrepoids pour que combattre cette vie chère. Oui. C'est l'État qui prend des mesures. L'État a pris des mesures de perdre autant d'argent, mais qu'en est-il de la conséquence sur le terrain? En tout cas, pour moi, avec les mesures que l'État a prises, ça ne devait pas résulter d'une négociation avec les opérateurs économiques. Ça devait être une conséquence logique. Voilà pourquoi, en conclusion, j'ai dit, par rapport à la vie congolaise, au panier de la ménagère, au panier de la ménagère, les mesures prises par l'État et tout n'a pas de conséquences sur le panier de la ménagère aujourd'hui et pour calmer la souffrance du peuple congolais. Merci beaucoup. Dans sa responsabilité, je pense que l'État a sa part de choses. On revient par rapport à la question économique, le secteur économique, quand même, on a compris que le président de la République a vanté beaucoup des avancées significatives qui vous mis en bloc. Je prends la question sécuritaire, maître. Oh, je ne dis pas que j'ai mis tout en bloc. Moi, je parle de la vie du Congolais. Je parle de cette maman qui voit de temps en temps ses enfants souffrir de faim. Je parle de cette maman. Vous prenez les mesures, bien sûr, mais ça doit avoir la conséquence logique sur... Et puis, non, mon cher ami, quand nous achetions l'autre fois un sac de semoule à 30 000, aujourd'hui c'est à 90 000. Aujourd'hui c'est à 90 000. Parce que vous voulez qu'on aille au concret.
un sac de riz coûtait presque 45 000, 40 000, 35 000. Aujourd'hui, vous êtes à 78 000. Quand le président doit en réalité être sincère comme il en a fait pour la justice, il doit être sincère. Même l'économie de notre pays, non seulement va mal, et elle est au rabais. Il y a beaucoup à faire. Vous parlez de la sécurité. Non, on reste un peu là. Oui, il y a beaucoup à faire. Mais nous avons vu, qu'est-ce qui peut booster notre économie jusque-là? Quels sont les... On réfléchit un peu un moment. Oui, mon cher. Parce qu'on ne produit rien apparemment, mais je voudrais que la volonté manifestée par le gouvernement, nous avons vu le ministre de l'Agriculture d'ailleurs, M. Grégoire, donner tous les outils possibles pour que les Congolais et les Congolaises puissent travailler. Je pense que donnons un peu la chance au gouvernement soumis, qui vient à peine d'être mis en place, de travailler. Non, le problème dans notre pays, c'est quoi, mon cher ami? Je l'ai toujours dit. En réalité, on ne vient pas apprendre le besoin de la population quand on est au pouvoir. Donc, quand on est au pouvoir, on est supposé, on est supposé avoir connu tous les besoins de la population et on vient solutionner. La tendance, l'image que nous avons de la manière de fonctionner de notre gouvernement, c'est la tendance à résoudre des problèmes circonstanciels. C'est-à-dire, il n'y a pas des problèmes circonstanciels, des problèmes conjoncturels. Il n'y a pas de projets à long terme. Revenons en 1960, mon cher. Ce pays était premier producteur de l'huile de palme. Nous avons quoi pour produire, pour consommer notre riz local? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi on continue à vivre de l'importation alors que nous sommes capables de tout produire ici? Voilà pourquoi je vous avais dit que, en réalité, les opérateurs économiques, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils viennent pour chercher les lucres, ils viennent pour chercher l'argent. C'est l'État, en réalité, qui doit faire le contrepoids pour que le peuple congolais ne souffre pas du goût du lucre des commerçants ou des opérateurs privés. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, dans le secteur de la communication, qu'est-ce que l'État a fait? Nous vivons toujours des opérateurs privés. Oui. En matière de communication, l'État congolais gère quoi? Le peuple congolais est à la merci des opérateurs privés. Alors que nous avions à l'époque l'OCPT. Nous avions à l'époque l'OCPT. Une fois que cette entreprise devient vitale, le peuple congolais peut se communiquer par l'OCPT. Actuellement, je ne sais pas comment il y a une autre dénomination là, ça m'échappe un peu. Le peuple congolais, dans l'ensemble, pouvait communiquer par le canal de l'OCPT et qu'on réhabilite ça. Ça fera le contrepoids avec ce que les opérateurs privés proposent aux Congolais. Ça sera un peu, même le prix des unités, tout ça, ça va baisser. Aujourd'hui, le peuple congolais est à la merci des opérateurs privés. Et vous, l'État a aucun moyen de combattre ça si ce n'est que voir le prix. Mais vous voulez dire que notre économie est entre les mains de... C'est ça la réalité. On ne peut pas se le cacher. L'État ne gère pas ce secteur. L'État, prenons un autre secteur. Nous sommes en matière de transport. Comment l'État, tu sais pourquoi l'État ne sait pas gérer ces secteurs-là? L'État n'a aucun projet en matière de transport urbain. Vous avez Transco, c'est une société qui a été mise en place pendant l'ancien régime, qui fonctionne par des subventions de l'État, qui est versé, qui tâtonne un moment pour obtenir ces subventions. Aujourd'hui, à l'époque de Kabila, on pouvait quitter des Andes jusqu'à l'Ipen à 500 francs.
Ça, je vous dis la vérité, nous sommes des Congolais. Non, attends, mon cher. La situation s'est un peu changée. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Mais si tu vois la matière, en cette matière-là, je prends seulement sur ce point-là. Aujourd'hui, les peuples congolais, les Quinois, parce que le président en a parlé, prenons l'exemple du secteur du transport, le président en a parlé, il a dit qu'il compatissait à la situation. Là, je réponds carrément. Lui n'a pas à compatir à la situation, il a plutôt à solutionner, à donner des solutions quant à ce, à travers son gouvernement. Dire à la population quinoise qui quitte, on quitte le centre-ville 2 fois jusqu'à DGC Barré, à pied. C'est une réalité aujourd'hui. C'est une proposition qui est maintenant. C'est une, on quitte du centre-ville. Donc, j'ai entendu quelqu'un dire, et puis j'ai dit, il avait raison. Vous prenez votre vol. Le vol Kinshasa-Abidjan, c'est un vol de 3 heures du temps. Moi, je quitte chez moi à 6 heures juste. Je quitte chez moi à 6 heures juste et je vais vous donner l'information de là où j'habite aujourd'hui. Mais je suis maintenant du côté de l'UPEN. Je quitte à 6 heures juste et je suis au centre-ville à 9 heures. Exactement comme quelqu'un qui quitte Kinshasa pour Abidjan. C'est un vol de 3 heures. Donc, c'est lui qui prend son vol à... Ça, c'est une réalité. Il prend son vol à Andjili. À la même heure, moi, je quitte chez moi à Lupin. Nous nous retrouvons... lui se retrouve à Abidjan après 3 heures du temps. Moi, je me retrouve au centre-ville. Nous sommes dans quel pays? Plus de 2000 km. Plus de 2000 km. Moi, je suis ici à 40 km. J'arrive ici à mettant les mêmes heures de parcours. Voilà pourquoi on doit, les problèmes quinois doivent être étudiés de manière sérieuse et proposer des solutions concrètes. Sinon, nous marchons, nous naviguons à vue. Et ce n'est pas intéressant pour un gouvernement responsable. Alors, Félix Tshisekedi parle dans son discours, promet 38 000 kilomètres de routes de desserte agricole en 2025. Il en a déjà fait combien pendant les 6 ans passés? Il promet qu'il va les faire. C'est ce que j'ai dit. Il en a déjà fait combien de kilomètres pendant les 6 ans passés? Qu'il va les faire en 2025. C'est ce que j'ai dit. Le président de la République n'a pas à promettre. On promet pendant la propagande. Le peuple congolais lui a fait confiance pour 5 ans à venir. Donc, il est là, à travers son gouvernement, pour donner des solutions aux Congolais. Trouver des solutions au Congo, aux problèmes des Congolais. La promesse qu'il a fait, ce n'est pas la seule promesse qu'il a fait. Il a aussi dit que, en matière de santé, chaque province aura un hôpital à standing moderne, tout ça pour... Il n'a qu'à faire, et nous les Congolais, nous allons apprécier. Nous allons l'évaluer par ses actes. Nous ne sommes pas pendant la promesse, pendant la campagne électorale où on se promet, on se dit même n'importe quoi. Je rappelle que ici nous avons connu la vision telle que révolution de la modernité. Nous avons fait des autoroutes, on nous a vendu du vent, des autoroutes, mais que le peuple n'a jamais vu. Or, le président de la République actuelle a déjà dans ses arriérés beaucoup de promesses non réalisées, notamment l'université moderne en Mbandaka. Ça, je cite seulement comme exemple qui me vient en tête. Une université, la construction d'une université moderne en Mbandaka. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous pouvez aller. Donc, voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi. Non, là-bas, c'est la construction. Ici, c'est une réhabilitation que nous apprécions. Partout là-bas. J'ai dit ceci. La volonté. Oui, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Dans le président de la République a comme arriéré beaucoup de promesses à charge de réaliser. Donc ça, c'est une promesse de plus. Moi, j'estime que il n'est pas, pendant son mandat, nous n'avons plus besoin de promesses, nous avons besoin des actes et nous allons l'évaluer au moment venu. On revient à notre secteur. Le secteur, sur le plan sécuritaire, le président de la République a évoqué beaucoup de choses. Comment vous analysez aujourd'hui, pratiquement 6 ans avec Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui bloque la paix à l'Est? Mon cher, la paix n'a jamais été un cadeau.
C'est-à-dire la paix pour un État responsable n'a jamais été un cadeau. Et cela ne résultera pas par un miracle, comme il en a dit aux catholiques lors de son adresse. La paix ne résultera pas d'un miracle. Le Congo doit imposer la paix. Le Congo doit imposer la paix. Il faut que l'État réfléchisse pour imposer la paix non seulement au Congo et aux pays environnants pour notre développement. Ah, très très important. Oui, et aux pays environnants. Aujourd'hui, on est agressé par les Rwandais. Demain, ça peut être les Angolais. Après 50 ans, ça peut être les autres. Ça peut être les autres. Si nous espérons avoir la paix de l'extérieur, on navigue à vue, je le répète. Le Congo a tous les moyens pour imposer la paix. Cela passe par la restauration de l'autorité de l'État. Ça passe par la restauration de l'autorité de l'État. Nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes dans un État sérieux. Un individu se réveille un matin, peut-être avec des soutiens de l'extérieur, un Congolais, il prend les armes contre son pays et le pays est incapable de le maîtriser pendant au moins 2 ans. Le pays est incapable, l'État. Non, pas incapable. J'ai dit ceci et mon cher, j'ai dit, nous parlons de notre pays, c'est l'avenir, notre avenir. Aujourd'hui, c'est Nanga, demain, ça sera une autre personne. Il faut encourager, décourager ce genre de comportement. Il faut décourager ce genre de comportement. Comment le faire? L'État doit être en mesure de contrôler ses citoyens partout où ils se trouvent et être en mesure de les maîtriser. Sinon, nous ne sommes pas un État. Alors, votre analyse sur le dialogue et rencontre Kagame-Félix Tshisekedi le 15 décembre prochain? C'est toujours bien de parler. Comme vous le savez, le président avait levé l'option de ne pas négocier avec les rebelles. Oui. Mais Kagame, c'est un rebelle de plus, non? C'est un envahisseur, disons-le comment. Ouais. Le manipulateur des rebelles, lui, c'est un envahisseur. Il n'est pas dans la rébellion, c'est un envahisseur. Vous discutez. Je disais, je crois que ça doit aussi être dans l'une de vos émissions ici. Parler, négocier, c'est une bonne chose. Ça dépend de la position dans laquelle vous vous trouvez. Quelle posture prendre? Oui, ça dépend de la position dans laquelle vous vous retrouvez. Tshisekedi va se mettre avec Kagame. Aucune population, aucun citoyen rwandais n'est persécuté, n'est tué. Aucun territoire rwandais n'est occupé. Là, vous évoquez les contextes dans lesquels... C'est les contextes dans lesquels il va se retrouver. Aucun contexte. C'est nous qui perdons notre territoire, c'est nous qui... Or, Tshisekedi se retrouve dans cette situation, c'est sa population qui est meurtrie. Est-ce que vous pensez que ce sont ces territoires qui sont imposées? Ouais. Mais c'est toujours, c'est imposé. C'est imposé, ça vient de la communauté internationale. Rappelez-vous. Rappelez-vous que d'abord la désignation du président angolais résulte d'une décision de l'Union africaine. C'était aussi ma question. Est-ce que vous pensez que la médiation angolaise a échoué parce que ça fait pratiquement... Non, la médiation angolaise a déjà montré ses limites. La médiation angolaise, la médiation angolaise a montré ses limites parce que je ne pense pas, ça c'est mon avis personnel, que le Kagame, après avoir négocié avec Tshisekedi, aura dit un mot, aura le pouvoir de dire un mot pour que les rebelles quittent les territoires congolais. Non, mais comment? Vous avez suivi le communiqué, c'est retiré, c'est trop au-dessus. Ce n'est pas le premier communiqué. Ce n'est pas le premier communiqué. Il y a tant de communiqués que le gouvernement, même les deux gouvernements ont signé.
Ça aboutit à quoi? Voilà pourquoi je dis, moi, personnellement, c'est un avis personnel, je ne vois pas la fumée blanche là-bas. Notre président va se représenter dans une position, dans une posture de faiblesse, parce que ce sont ces territoires qui sont occupés. S'il vous plaît, on ne négocie pas. S'il vous plaît, mon cher ami. Comment on négocie? On ne négocie pas. On ne négocie, on ne supplie pas pour avoir la paix. Il faut l'imposer. Voyez-vous la posture de Poutine aujourd'hui? Aujourd'hui, s'il y aura la paix entre Poutine et entre la Russie et l'Ukraine, ça sera au mot de Poutine. C'est lui le maître. Voilà. Et puis, s'il se bat, l'autre, je parle de Poutine, s'il se bat contre l'Ukraine, c'est pour garantir la paix de la Russie contre l'OTAN. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que nous devons avoir la posture d'imposer la paix en République démocratique du Congo et dans tous les pays des Grands Lacs. Je reviens à ma petite question, vous êtes passé très vite. Qu'est-ce qui bloque selon vous ces dialogues? La bonne foi. De la part de qui? La bonne foi de Kagame lui-même d'abord. La bonne foi? Non, la mauvaise foi de Kagame, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Très bien. C'est le lapsus. La mauvaise foi. Pourquoi je l'ai dit? Ce monsieur a intérêt qu'il y ait insécurité à l'Est. Très bien. Donc, s'il y aura la paix à ce prix-là, ça sera à ses intérêts. Jusqu'à ce qu'il verra ses intérêts être garantis. Okay. Tant que ces intérêts ne seront pas garantis, il y aura des problèmes à l'est du pays. Parce que ce n'est pas... Aujourd'hui, c'est sous Kabila. C'est sous Tshisekedi. Demain, ça sera contre un autre... Ça sera sous un autre régime. Et ça n'a pas commencé sous Tshisekedi. Rappelez, on connaît la situation de l'est du pays. Le blocage n'est pas partagé. Non, monsieur. Non, mon cher ami. Cette situation de la sécurité de l'Est n'a pas commencé. Soyons sincères. Okay. Ça n'a pas commencé sous Tshisekedi. Kabila en a connu. Tshisekedi aujourd'hui. Demain, ça sera un autre président. Pourquoi? Parce que le monsieur, il trouve ses intérêts dans cette situation belliqueuse. Oui. Il trouve ses intérêts. Voilà pourquoi je disais, ma solution, c'est à la République démocratique du Congo d'imposer la paix. Ça passe par la restauration de l'autorité d'État, notre armée, mettre l'armée dans les bonnes conditions morales, matérielles, de faire la guerre. Maintenant, et ça sera la paix de manière définitive. Ce processus de paix a commencé à Luanda, c'est quoi l'impact sur le terrain? On n'en voit pas. On en voit. L'impact sur le terrain, nous constatons que les rebelles sont en train de conquérir beaucoup plus de territoires. Beaucoup plus d'espace. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train de prospérer. C'est ça notre regret. Nous constatons que Nanga est toujours en circulation. C'est ça notre regret. Nanga sont déjà condamnés, notre problème c'est que c'est une condamnation trompe l'œil. S'il est condamné, mais s'il est sur le territoire congolais, l'État est incapable de mettre la main. Pas incapable. Bon, disons, ici, il est en circulation. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que ça passe par la restauration de l'autorité de l'État. Nous ne pouvons pas vivre dans un état jungle. Je l'ai toujours dit, moi, quand je m'attaque même aux opposants, je le dis clairement, sans gants. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous réveiller, vous faites la guerre contre votre propre pays. Ce ne sont pas parmi les valeurs que nous défendons. Non. Vous ne pouvez pas vous rébeller, commencer à tuer vos propres concitoyens. Ça ne fait pas partie de nos valeurs républicaines. Non. Même si on me mettait là à mon cou, je ne défendrai jamais ça. Je ne défendrai jamais ça. Si nous sommes contre la mauvaise gestion,
Nous combattons cette mauvaise gestion. Ça n'a rien à voir contre les individus. Ça n'a rien à voir contre le président de la République. Et contre la personne de M. Tshisekedi. Il est président, il reste. Il a un mandat de 5 ans. Il reste. Et nous lui rappelons chaque jour qu'il faut donner la solution au problème des Congolais. Mais ça ne donne pas le droit de prendre les armes contre le pays. Très bien. Alors, nous prenons la dernière question, c'est les réformes. Les gens pensent que Félix Tshisekedi était très modéré à la question du changement. Il n'a pas voulu faire comme à Kisangani, à Lubumbashi, ainsi de suite. Bon, on a senti dans la salle, il cherchait à ne pas calmer les esprits, à faire comprendre. Voilà pourquoi je vous avais dit une fois que le président de la République, contrairement aux fanatiques qui l'entourent, le président suit les débats. Okay. Il suit très bien les débats. Il sait qu'il est entouré de fanatiques. Il disait que j'attendais personnellement. Tu sais que moi, je soutiens les actions du sursaut national. Oui. Donc, je disais que cette interpellation-là ne s'adresse pas aux opposants. L'interpellation sursaut national s'adresse à ceux qui gèrent avec Tshisekedi. Quand Jean-Pierre Bemba a parlé, quand Jean-Pierre Bemba a parlé, vous avez entendu les sons, il a dit clairement ce que nous avons toujours défendu dans vos plateaux télévision, que nous parlons de la révision, le changement de la Constitution n'est pas prévu dans la Constitution. Quand l'autre, Vital Kamerhe, a parlé, vous avez entendu. Qu'est-ce que Kamerhe a dit? Alors, qu'est-ce que Kamerhe... Revenons d'abord sur leur déclaration, c'est très intéressant. Allez-y. Très intéressante. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il y a les autres qui vont en besogne. Tout ça. Quand Kamerhe vous dit ça, ça ne sort pas de la bouche de n'importe qui. Bahati, quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? À son tour, Bahati dit il attend la commission. Oh, il attend la commission, il va... Voilà pourquoi je disais, et je vais me répéter de nouveau, la révision constitutionnelle est prévue dans la Constitution. Parce qu'on suppose que, on sait que... Je vais vous laisser les temps, je vais préciser. C'est ça que nous demande d'accorder la parole à tout le monde. C'est-à-dire à ceux qui encouragent et à ceux qui n'encouragent pas. Et à ceux qui découragent, qui nous disent le pourquoi. À ceux qui encouragent, qui disent le quoi. Je vous laisse le temps de nous expliquer. De nous expliquer pourquoi vous ne voulez pas d'abord le changement, pourquoi vous ne voulez pas la révision constitutionnelle. Maître, vous avez la parole. La recommandation de CESAC ne s'adresse pas à moi. Ça, c'est interne, c'est à vous, ça concerne vous les journalistes. Nous, on nous demande d'accorder la parole à tout le monde. Et que celui qui décourage dise réellement pourquoi il est... On l'a toujours dit. Allez-y. Quand vous lisez l'article, je crois, l'article 218, nous n'avons pas suffisamment de temps. Allez-y. Dans cette disposition de la Constitution, on vous parle de la révision constitutionnelle. On ne vous parle pas du changement de la Constitution. Ici, il faudra, parce que je n'ai pas un co-débatteur, c'est un face-à-face, j'explique les concepts, parce que c'est expliquer les concepts, la population qui nous suit va comprendre la différence entre la révision constitutionnelle et le changement de la Constitution. L'article de Constitution, l'article 218. Très bien, allez-y. L'article 218. Ça, je suis dans autre chose. L'article 218. Je peux lire l'article 218. Très bien. Alors, ça parle de la révision constitutionnelle. Vous voyez le titre. Ça vous dit clairement de la révision constitutionnelle et non du changement de la Constitution. Réviser la Constitution veut dire quoi? C'est ça le terme. Parce que le constituant a conçu que
son œuvre est humaine. Ça comporte des faiblesses. Il peut arriver que la conjoncture change et que cela ne soit pas adapté aux réalités. On ouvre la possibilité de réformer la même constitution, de revoir certaines dispositions, de la modifier. C'est ce que signifie réviser la constitution. Ce sont des termes techniques. La conséquence lorsqu'on révise, ça a été fait en 2011, ça n'a pas d'impact sur les mandats du président de la République. S'il vous plaît, j'explique. C'est ce qui complique maintenant. Ok, ça ne complique pas. Quand on dit... Ok, parce que nous défendons des valeurs républicaines. Nous sommes une jeune démocratie. La République démocratique du Congo n'est pas une vieille démocratie. Nous pouvons, d'un instant à un autre, tomber dans une dictature. Parce que nous sommes une jeune démocratie. Nous devons consolider notre démocratie. Et puis en 2028, consolider l'alternance démocratique. Nous en avons connu en 2000, expérimenté en 2018. On peut encore espérer, pas espérer, nous avons encore voir cette passation civilisée du pouvoir en 2028. Et par ces pratiques démocratiques, nous consolidons notre jeune démocratie. Ça n'a pas d'impact sur le mandat du président de la République. Voilà. Mais lorsque nous changeons la Constitution, changer la Constitution, je pense que vous respectez la recommandation du CESAC. Il vous a recommandé de nous laisser l'État. Le changement de la Constitution, c'est passer d'une Constitution à une autre. Nous passons d'une république à une autre. Le président de la République vous a lui-même dit que ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir. Et nous, l'opposition, nous disons que il a raison. Parce que c'est lui qui fait 20 ans ne s'est pas éternisé au pouvoir. Oui, ça ne sera pas s'éterniser au pouvoir, mais ça sera briser l'ordre. Donc, l'un des principes démocratiques de notre pays. Ça ne sera pas un troisième mandat. Le troisième mandat, c'est lorsque nous gardons la même constitution. Nous gardons la même constitution. Le président brigue un troisième mandat. Là, c'est une violation de cette constitution. Ça sera le premier mandat d'une autre république. C'est ce qui a été fait en Russie, au Rwanda. Ce ne sont pas des exemples à suivre. Voilà pourquoi la conséquence, lorsqu'on change la constitution, ça passe... On perd quoi? Pourquoi ça énerve? Ok. C'est de revoir un président. Est-ce que le président Tshisekedi... Bon, terminé comme ça. Donc, voilà pourquoi, si vous lisez l'article 218, vous avez les personnes qui sont habilitées de prendre cette initiative. D'abord, le président de la République lui-même. Il peut prendre l'initiative de réviser la Constitution. L'initiative de réviser la Constitution. Il y a les deux chambres, chacune en raison de 2 tiers. Ils peuvent prendre l'initiative de réviser la Constitution, et puis la possibilité est donnée à nous, peuple congolais, par une pétition de 100 000 signatures, nous pouvons proposer la révision de la Constitution. La procédure, oui, c'est un droit. La procédure est prévue dans la Constitution. Ça peut passer par le Congrès ou par le référendum. Tandis que lorsque vous parlez... Est-ce que maître, parce que vous avancez, on doit comprendre. Est-ce qu'on dit d'entraver à celui qui donne l'initiative, d'empêcher de réviser? On ne demande pas d'entraver. Comment on va entraver? Nous vous analysons. Ici, ça pose un problème de la pertinence et de la situation sécuritaire du pays. Parce que la même constitution, s'il vous plaît, la même constitution, s'il vous plaît, la même constitution, non. J'ai le droit d'initier et c'est à vous de venir maintenant me poser la question de... Mais de quel droit Tshisekedi en 2011 s'est opposé à Kabila sur cette question?
De quel droit? Je le dis. Quelle a été la position de l'UDPS? Soyons sincères. Ne donnons pas, s'il vous plaît, ne donnons pas raison à mon grand frère Louis-France. Hein? Non, mon grand frère Louis-France qui a soutenu, qui a dit clairement que vaut mieux un illettré sincère. Maintenant, je dis, maître. Qu'un intellectuel inconscient. Maître, la question est simple. La loi reconnaît à un président d'initier l'initiative. Ici, on parle d'abord de la révision constitutionnelle. Ok. Mais d'où viennent des troubles? Il n'y a pas de troubles. Mais vous n'avez pas suivi les opposants que nous allons nous battre. Pas, non, le problème, non, le problème, non, le problème, on va s'élever. Non, le problème, c'est, s'il vous plaît. Vous avez vu la Constitution, c'est l'air avec des cadenas. Oui. On ne comprend plus rien. Oui, parce que dans un pays, s'il vous plaît, dans un pays, mon cher ami, lorsque nous ne savons plus respecter, vous ne donnez aucune importance à la Constitution. Il ne faut pas en faire une. Je ne dois pas réviser. Non, je ne dis pas que vous ne devez pas réviser. Mais la même Constitution qui a prévu sa révision, dans la même Constitution, interdit dans une circonstance de ne pas réviser. S'il vous plaît. Maître, allons d'abord. Il nous reste quelques minutes, je sais. J'ai le droit de boire de l'eau. Mais nous, quand vous vous levez pour m'empêcher de boire de l'eau, mais ça veut dire quoi? Je n'ai plus le droit. Non, le problème, c'est un droit. Mais vous, ici, vous voulez exécuter. Ah, mais ensemble. Parce que la Constitution, ce n'est pas un document de la majorité. Oui. C'est ça que les gens aussi doivent comprendre. Oui. La Constitution, si vous laissez, parce que vous êtes au pouvoir, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de la Constitution. Même si la loi vous les reconnaît, maître. Vous avez, non, la Constitution vous reconnaît le droit de prendre l'initiative. Mais exécuter cette initiative-là, ça devient, la loi interdit dans certaines circonstances. Et puis, ce n'est pas, quand vous prenez l'initiative, je dois demander à ceux qui disent on n'a pas, non, mon cher, ce n'est pas ce que je dis. C'est ça, on ne comprend plus rien. Non. C'est que l'opposition ou bien, vous ne comprenez, vous refusez de comprendre. Non. Parce que l'opposition dit que... Vous nous avez dit là. Non, c'est ce que j'ai dit. Moi, je dis, est-ce qu'on peut respecter notre Constitution est-ce que aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui les régimes prônent la révision ou le changement? C'est toi qui as le droit de poser des questions. Après avoir expliqué... Ici, nous restons dans ce que la Constitution est en train d'éclairer. Ok. Et est-ce qu'on peut respecter notre Constitution d'abord sur le plan, il y a révision. Hein, maître. On est, la loi... Je peux répondre. Oui. Je peux répondre. C'est-à-dire... La même, est-ce qu'on peut aussi respecter la Constitution à ce qui concerne les droits de l'opposition et d'opinion? C'est-à-dire que l'opposition... Parce que vous avez pris... Oui. Même si la loi reconnaît que je dois... Non, la loi vous reconnaît, nous donnons notre opinion. Notre opinion, nous donnons un son de cloche. Notre droit comme opposition. De dire non, vous ne pouvez pas faire ça, même si la loi reconnaît de le faire. La loi vous reconnaît de le faire, mon cher ami. S'il vous plaît. La loi vous reconnaît de le faire. La loi garantit les libertés individuelles et les libertés d'association. Notamment les droits... bien sûr. Parce que nous, la pertinence de cette question... Qui les constate? Pardon? Qui les constate? Mais tous nous le constatons que le pays est en guerre. Le pays est sous état de siège. Non, maître. Maître, s'il vous plaît. Non, attends. Tous nous constatons que le pays est en guerre, le pays est sous état de siège. Ça, c'est un. S'il vous plaît. Non. C'est le droit, j'ai dit, il n'a pas le droit de changer, de réviser la Constitution. Le président de la République. Il n'a pas ce droit. Il a le droit de prendre l'initiative. C'est-à-dire quoi? Prendre l'initiative, c'est-à-dire l'initiative de changer. Mais le droit, il y a une procédure à suivre. C'est ce que j'ai dit. Pour que cela, s'il vous plaît, pour que ça change définitivement, la Constitution soit révisée, il y a la procédure. Lui, il prend l'initiative. L'initiative, je vais vous donner comme... on est quoi l'initiative? C'est une proposition. C'est ce que j'ai dit. Mais nous aussi, qu'est-ce que nous faisons? Félix est encore à l'initiative, maître. Mais il est à l'initiative. Déjà, on sent que vous cherchez à tout moment. Mais de quel droit il s'est-il opposé à Kabila? Est-ce que ça, c'est un problème? Non, s'il vous plaît. De quel droit
le président de la République actuelle s'est opposé farouchement à Kabila sur cette question. Et Kabila n'a pas révisé. Mais si il a révisé, mais du moins il a entendu le son de cloche de l'opposition. Respectez aussi le son de cloche de l'opposition. Bien, maître, je comprends. Respectez aussi le son de cloche de l'opposition. Vous voulez dire ici que malgré tous les bruits que l'opposition va faire, le président de la République reste dans son pouvoir. S'il vous plaît, nous était le bruit fait par l'opposition en 2011, le pouvoir de 2011 de Kabila aurait changé la constitution. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous... S'il vous plaît. Est-ce que vous reconnaissez bien sûr que Kabila... Mais c'est moi qui vous ai dit la constitution. Kabila, Joseph, a révisé la constitution. Bien sûr. Non, c'est pas Kabila Joseph qui a révisé. Ce n'est pas Kabila Joseph qui a révisé la constitution. Si l'initiative venait de lui, la modification a suivi sa procédure au Parlement jusqu'à la fin. Ce n'est pas à mettre sur la tête de l'individu Kabila. Ah, ok. Ah, okay. Ici, on parle... Ici, après avoir expliqué les deux notions, parce que c'est comme si même l'UDPS lui-même, elle-même ne comprenait pas la conséquence de ces deux notions. Après avoir suivi les débats, vous avez suivi Kabouya. Qu'est-ce qu'il a dit? Cette fois-ci, nous parlons du changement de la Constitution. On va revenir sur le changement, il n'y a pas un problème. On est d'abord... Moi, restons dans les principes, c'est ça. Ouais. Vous êtes avocat. Nous sommes dans le principe. On reconnaît à un individu le droit. Oui. Mais de prendre l'initiative. Oui. Ok. On est dans l'initiative, laissez. Laissez comment on va vous laisser? Parce que l'opposition constitue le contrepoids. Il vous dit... vous voulez nous dire que l'opposition a droit de dire non, même si la loi reconnaît... Est-ce que nous avons... L'opposition a empêché à Tshisekedi de réfléchir. Et d'initier, de réviser. Oui, attends, s'il vous plaît. Est-ce que l'opposition, ici, pour vous faire... Peut-être vous ne me comprenez pas. Vous n'entendez pas citer Félix S'il te plaît. Ne touchez pas, Félix veut s'éterniser au pouvoir, ceci, cela. Mais on ne cite pas. On cite Félix Tshisekedi. Restons dans cette optique. C'est Kabila qui a changé, c'est Tshisekedi, tout ça. Pourquoi le peuple ne peut pas se réveiller un petit matin et dire que on a voté Tshisekedi pour 5 ans, ici c'est fini, il peut partir? Vous pensez que si le peuple s'élève, Félix Tshisekedi va rester au pouvoir? Le peuple, on va rappeler au peuple au retour à l'ordre constitutionnel. Ça sera qualifié d'un coup d'État constitutionnel. Il n'y a pas longtemps, vous êtes en train de dire ici que si Kabila n'a pas pu changer la constitution, c'est parce qu'il y avait un peuple. Non, j'ai parlé de l'opposition qui a haussé le ton. Le peuple est à quel niveau? Non, restons dans les termes que j'utilise. J'ai dit, je ne suis pas de ceux qui prônent, qui soutiennent que le peuple est au-dessus de sa constitution. C'est faux. Le peuple, non, le peuple, une fois que la constitution est adoptée, le peuple a l'obligation de se soumettre à sa propre constitution. Le peuple, une brèche est ouverte au peuple dans l'article 64 pour mettre en échec tout celui qui veut. On peut lire l'article 64. C'est-à-dire quoi? Non, lisons l'article 64. C'est-à-dire quoi? Lisons l'article 64. Mais tu es en train de nier la souveraineté. Je ne nie pas la souveraineté du peuple. Lisons l'article 64. Vous allez comprendre. C'est cette brèche qui est ouverte au peuple. Tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. C'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas aujourd'hui. Ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si c'est ça la brèche, la brèche, lorsque quelqu'un exerce un pouvoir en dehors des prescrits de la Constitution, le peuple peut intervenir. On parle de tout individu. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Donc, vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui dire que je chasse le président de la République. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que la Constitution vous l'interdit. Maître.
Le peuple a l'obligation, s'il vous plaît, là je suis en train de mettre mon opinion. Le peuple a l'obligation de respecter sa propre constitution. La brèche qui est ouverte au peuple, c'est lorsqu'on exerce un pouvoir. On veut prendre le pouvoir par les armes, le peuple intervient, tout citoyen intervient pour décourager ça. Et puis, lorsqu'on exerce le pouvoir en violation de la constitution, tout individu peut intervenir. Là, le peuple peut intervenir. Mais lorsqu'un pouvoir élu démocratiquement gouverne selon les normes constitutionnelles, vous n'avez pas le droit de vous réveiller un petit matin et chasser Félix Tshisekedi de pouvoir. Il est là pour un mandat de 5 ans. Maintenant, maître, j'ai rêvé encore. Ce que je vous dis ici, lorsqu'on enlève Mbata de la politique, il vous enseigne ça. Quand on enlève Mbata de la politique, il vous enseigne. Non. Le peuple est souverain. Il ne peut pas marcher sur sa propre constitution. C'est un coup d'état constitutionnel. Qui a voulu à ce qu'il y ait des institutions. Et c'est le peuple qui a... C'est ce que je dis. Le peuple... Est-ce que ça fait combien? De manière historique. Et ça sera pour la première fois qu'on change la constitution dans notre pays. Et à chaque fois qu'on les faisait, le peuple n'a pas intervenu. Je dis ceci, mon cher. Allez-y. Je ne sais pas ceux qui prônent le changement de la constitution. Je rappelle que ce sont ces mêmes têtes qui ont combattu le changement de la constitution comme sous Kabila. Ça, c'est pas... S'il vous plaît. Non, il ne faut pas dire que c'est ça, c'est pas légal. Il ne faut pas dire ça, mon cher. Ce sont les mêmes têtes qui ont combattu. S'il vous plaît. Les mêmes efforts, oui. Parce que l'autre avait fait. Parce que ça constitue déjà un précédent. Si aujourd'hui on changeait la constitution pour une raison ou une autre, ça va constituer pour la classe politique un précédent et un mauvais. J'ai dit un mauvais parce que chaque président qui va arriver à la fin de son mandat ou bien pendant son deuxième mandat, après Tshisekedi bien sûr, il aura toujours tendance en avançant des raisons superfétatoires pour changer la constitution, pour y rester. Ça va. Pour ne plus organiser les élections, les peuples. Est-ce qu'on peut. Le pays ne se gouverne pas par la volonté des individus. Le pays se gouverne par des normes préalablement établies. C'est ce que je dis. Sinon, ne faisons pas l'acte de constitution. Parce que j'entends dire que Félix veut s'éterniser au pouvoir. Je ne sais pas. Par quelle magie, même si on changeait la constitution. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on change la constitution... Félix peut se présenter aux élections et il n'est pas... Est-ce qu'il est... Voilà pourquoi, parmi les raisons qui ont lité les valeurs garanties dans cette constitution, c'était combattre, notamment résoudre le problème de la légitimité. Le problème de la légitimité passe notamment par le fait que nous ne devions pas avoir à la tête de l'État des individus qui ne peuvent partir par un soulèvement populaire ou bien, on ne sait pas, par leur propre volonté. Non. Vous venez au pouvoir, vous trouvez des normes préalablement établies. Et vous dirigez le pays. Vous dirigez le pays conformément à ces règles établies, préalablement établies. Voilà pourquoi le président de la République, avant d'entrer en fonction, selon le prescrit de l'article 74, il y prête serment. Qu'est-ce que dit le serment du président de la République? Son serment dit exactement ceci. Moi, Félix Antoine Tshisekedi, je prends l'engagement d'observer la Constitution. Observer la Constitution veut dire respecter scrupuleusement ce qui est écrit dans la Constitution. C'est ça, respecter. C'est ça le sens qui est contenu dans cet article-là. Vous m'aimez, a dit le Seigneur, observez mes commandements. C'est ça le sens. Deuxièmement, si vous suivez le serment du chef de l'État, il est également dit, dans son serment, il prend l'engagement de défendre la Constitution. Ce serment, défendre la Constitution, qui constitue son engagement, l'empêche de prendre l'initiative de changer la Constitution. Défendre la Constitution, c'est empêcher son changement. C'est un peu de mots. Empêcher son changement.
Jusqu'à la fin de son mandat, il a l'obligation de défendre cette constitution. Comment vous avez l'engagement de défendre la même constitution et vous militez pour son changement? C'est une contradiction. Et ça ne peut arriver que quand on est au pouvoir. Parce que si vous prenez le même Félix Tshisekedi, notre président de la République, vous le mettez sous Kabila, vous le faites sortir ses anciennes déclarations, c'est une autre personne. Mais c'est maintenant le problème dans notre pays. Nous ne pouvons pas défendre quelque chose parce que je suis dans un cas. Aujourd'hui, lorsque je quitte ces cas, je suis de l'autre côté. Je défends une chose contre et son contraire en même temps. C'est faux. Nous devons avoir des leaders qui défendent des valeurs, mon cher ami. Même si on mettait des millions ici, j'ai dit ça, je ne les défends pas. On retient quoi? On retient quoi? On a fini. On retient quoi dans 2 minutes? On retient de mon passage ici que j'ai suivi le président de la République. Ce que j'ai aimé, il a beaucoup plus été modéré dans son discours de changer la Constitution. Il a beaucoup plus. Ça aussi, c'est. Il fallait me laisser toujours le temps. Les référendums prévus dans la Constitution, c'est les référendums en rapport avec la révision. Oh, maître, vous revenez encore sur le même débat. C'est ce que je dis. Il n'a pas qualité. Le président de la République n'a pas la qualité d'appeler le peuple au référendum pour changer la Constitution. Cela n'est pas prévu dans la Constitution. On retiendra de mon passage ici. Oui, on retiendra de mon passage ici que j'ai aimé. Il a été un peu et j'ai apprécié. Parce que nous ne devons pas avoir un président de la République dans une posture militante. Très bien. Non. Les présidents, je le disais dans une autre mission que chaque fois que le président s'adresse à la population, il doit toujours faire un effort pour que son discours puisse rassembler les Congolais et non les diviser davantage. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il a pris même peu de temps. C'était dans la conclusion de son discours. Dans la conclusion de ce discours, c'est ce que j'ai aimé. Pour le reste, nous n'avons plus besoin de promesses. Nous avons besoin de voir notre président. Il est déjà au travail de résoudre les problèmes des Congolais et des Kinois en particulier. Merci beaucoup, maître Dieudonné Mutombo. Vous êtes analyste politique proche de l'opposition. J'espère que c'était un plaisir de vous retrouver. Ne fût-ce que 2 secondes. Hein? Je rappelle à tout le monde, le 14, il y a le meeting du sursaut national. Oui. Venez, venez entendre un autre son de cloche. J'appelle la population congolaise à répondre massivement à ce rendez-vous. Vous allez entendre un autre son de cloche. Non seulement changement, révision. Vous allez aussi entendre pourquoi nous ne voulons pas du changement de la Constitution. Pourquoi nous ne voulons pas du changement de la Constitution? Vous ne voulez pas pourquoi? Parce que cela est inconstitutionnel, n'est pas prévu dans la Constitution. Kabouya dira contrairement à ce que vous êtes en train de dire. Merci beaucoup, maître Dieudonné. On se retrouve prochainement, mesdames et messieurs. C'est la fin de ces magazines. Au revoir.